invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gaz est avec nous, le directeur des gestions de Mirova. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Julien Nebenzal, à nos côtés également le responsable des solutions d'épargne de eToro. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Bazichir est également parmi nous, président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Nous allons passer donc le cap des 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump. Qu'est-ce que ce cap nous a appris jusqu'à présent du point de vue des marchés, du point de vue de l'investisseur, bien sûr, Gilles. Est-ce qu'on passe un pic de quelque chose, un pic d'incertitude, je ne sais pas. Est-ce qu'on a passé un point de pression maximale sur le plan tarifaire, par exemple, avec la séquence Liberation Day, la mise en place de tarifs dits réciproques, suspendus pour 90 jours, 14 heures après leur mise en place. Est-ce qu'on a dépassé quelque chose ou pas encore ? Probablement. Ce que les 100 jours nous ont appris, c'est que Trump peut mériter un surnom de omniprésent. Je crois que, quelle que soit l'aile politique à laquelle on s'adresse, tout le monde sera à peu près d'accord là-dessus. Et ça peut être consensuel. Maintenant, il est probable qu'en effet, qu'on ait une forme de calme relatif qui s'installe. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a dévoilé quand même une partie de son programme, même si ce programme n'était pas tout à fait écrit dans les modalités. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a deux forces de rappel qui sont en train de s'exercer, assez puissantes. La première, c'est les sondages. Les sondages d'opinion de Trump sont les plus mauvais pour un président en exercice après 100 jours depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on perçoit pas forcément immédiatement en Europe occidentale. Mais ça va devenir un enjeu. Et c'est un enjeu, et c'est très net. Donc ça, c'est le premier point. Et sachant que cette dégradation des sondages intervient avant que l'effet inflationniste réel commence à se matérialiser et avant que l'effet récessif réel sur certains secteurs ou segments ou entreprises commence à jouer avec les risques sur l'emploi, clairement, et de faillite, sur des PME importatrices de bibelots chinois notamment, mais qui peuvent être importants en termes de nombre de business et de salariés. Le deuxième facteur de rappel, c'est celui du bazar, des forces économiques. Et aux États-Unis, on ne peut pas longtemps gouverner contre les forces économiques. Et on a vu tous les grands patrons, que ce soit à l'annonce des résultats ou à des occasions différentes, sur une large partie du bord politique, du bord politique, qui, de façon assez modérée, en choisissant leurs mots, bien évidemment, mais ont clairement posé des lignes rouges. Oui. Je crois que les patrons de Walmart et autres sont allés lui expliquer qu'il y avait un risque qu'il n'y ait pas autant de jouets à Noël au pied du sapin aux États-Unis que d'habitude. Exactement. Et donc, on observe aussi, alors est-ce que on peut penser que c'est une coïncidence non fortuite, que les adultes dans la salle de l'administration Trump s'expriment un petit peu plus, même s'ils veillent à citer 3 ou 4 fois le nom de leurs protecteurs pendant leurs interventions, et que le clan des agités, je dirais, n'a plus trop droit aux médias, ne s'exprime plus trop. Donc là également, c'est un facteur qui est plutôt intéressant. Donc calme relatif qui peut se mettre en place partant d'un mois d'avril, de quelque chose de très rapide, très brutal, qui a marqué ces 100 premiers jours. Absolument. Ouais. Julien, d'accord avec cette idée, c'est un peu la question de court terme, j'entends, mais qu'après le mois d'avril qu'on a vécu, qui n'est pas tout à fait terminé, on se demande si le mois de mai pourrait être un peu plus calme, peut-être. On a atteint des niveaux de survente du point de vue de l'analyse technique relativement importants sur les marchés d'actions, des niveaux de volatilité et de recherche de couverture par les investisseurs qui n'étaient pas présents avant. En fait, par rapport à ce moment un peu pessimiste d'avril, l'élection de Trump a suscité un optimisme complètement
incroyable. J'étais vraiment estomaqué. Et donc, on a bien la dynamique de balancier. D'accord. On part dans un extrême, on est allé dans l'autre. Je ne dis pas qu'on repart dans quelque chose d'extraordinairement optimiste, mais on va forcément corriger cet excès de pessimisme. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a un côté un peu un partout balle au centre. Il y a eu un optimisme peut-être exagéré au moment de... Je décris le sentiment, là. Pardon ? Je décris le sentiment, Ouais, pas le un partout, je décris le... Ah oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rationalité D'accord. dans ce que j'ai. Ah ouais. C'est juste que le sentiment... C'est la variation du sentiment. Voilà, la variation de sentiment. Et c'est pour ça que si je devais me prononcer sur le mois de mai, je dirais que la volatilité devrait être un peu plus basse et la visibilité un peu meilleure. Voilà. Mais c'est à peu près, je dirais pas au-delà en termes de prévision. Est-ce qu'on a vécu une forme de capitulation ou pas, de votre point de vue, Julien, là, au cours des dernières semaines, et notamment la séquence Liberation Day ? Donc je rappelle, le 2 avril, on présente les tarifs, le 8, on les met en place à minuit, et 14 heures après, on suspend une bonne partie de ces tarifs dits réciproques pour ne garder que ceux sur la Chine qui auront continué d'augmenter après. Alors, dans la réaction des événements, dans la réaction aux événements, il y a ce phénomène de pessimisme que j'ai décrit et on pourrait parler d'une forme de capitulation, mais j'y vois, c'est pas ce mot-là que j'utiliserais, ouais. C'est surtout la correction de l'excès lié à Trump, parce qu'il y a eu quelque chose vraiment du domaine de la croyance qui s'est mis en place sur les marchés financiers. J'ai vu des gens que je qualifiais d'extraordinairement rationnels m'expliquer en novembre, décembre, janvier à quel point Trump allait vraiment permettre le développement d'un âge d'or aux États-Unis. Et moi je disais non, ce qui fait catastrophique et pour les USA et pour le reste du monde. Je crois même que vous aviez rediffusé sur Smart Bourse un petit extrait où je m'aventurais à dire ça. Donc ce que je veux dire, c'est que je crois, alors c'est mon prisme, je crois que c'est ça qu'on est en train on est en train de réaliser quelque chose de ce côté-là. Maintenant, les événements qu'on a là, en fait, moi, rien ne m'a surpris. Je ne savais pas ce qui allait se produire, mais absolument rien ne m'a surpris. Je crois que tout ça, c'est vraiment la dynamique profonde, historique et économique. 2008, la crise financière, les banques centrales qui mettent tout l'argent possible pour tenir le choc, la modification de la notation de la dette américaine, les problèmes l'année d'après en zone euro. Et la conséquence de tout ça, c'est le refus par les sociétés, enfin le rejet du global pour revenir vers du local. Et c'est Trump, Trump de 2016, c'est le Brexit. C'est un cycle long. C'est le Brexit. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours la même chose, sauf que ça s'intensifie. Mais c'est toujours la même chose. Donc je parlais de pic tout à l'heure. Il n'y a pas de pic pour moi. D'accord, ok. Pour moi, dans ce long cycle géopolitique... On est très très loin d'avoir vu un pic. À mon avis, sur cet événement, je reconnais qu'il est surprenant. Et voilà, il a créé de l'émotion. Mais en termes de dynamique, c'est juste... Il faut se souvenir que en 2020, le président lançait ses troupes sur le Capitole. On oublie ça. On oublie. Donc, si on remet ça, parce qu'il allait partir, hein, donc il n'a pas pu faire plus, mais si on remet ça alors qu'il a beaucoup de pouvoir en ce moment, qu'il s'agisse de géopolitique, d'économie, de ceci, de cela, il faut être surpris de rien. Et donc on n'a pas de pic. On est loin de ça, à mon avis. Mais les marchés vont s'adapter à cette donne. Le capitalisme, normalement, a une plastique suffisante pour basculer ses investissements d'un secteur à l'autre. Hein. On parle moins de politique verte, on parle plus de souveraineté et de défense. Le capitalisme lui-même a cette plastique. Les marchés financiers vont traduire cette plastique. Mais le chemin qui nous amène vers cet autre état, qui est en train d'être construit, le chemin est chaotique et il le sera. C'est pour ça que je ne parle pas de pic de quoi que ce soit. Ouais. Hervé, qu'est-ce que vous retenez de ces 100 jours et de la manière dont les marchés se sont comportés également ? Et c'est vrai que Trump reste sans doute le facteur prépondérant, le driver prépondérant des mouvements d'humeur de marché, en tout cas sur le court terme. Oui, on a eu, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit à la fois sur le court terme et moyen terme. Donc, si on a appris quand même plusieurs choses. Bon, d'abord, on a appris que se mettre dans la tête de Trump était un exercice qu'il fallait essayer d'éviter de faire. Donc, accalmie probablement, rationnellement, néanmoins, je jurerais pas modulo l'animal, quoi. Voilà, qui va nous sortir autre chose. Donc, premièrement, c'est sûr, voilà. Donc, ce qui crée un élément quand même d'incertitude
fort, extrême. Après, c'est vrai que sur les marchés, concrètement, on a vu une volatilité qui a été extrêmement haute, qui reste assez haute quand même si elle a commencé à corriger, avec un marché qui a beaucoup rebondi. Donc une espèce d'anomalie. On voit bien que les investisseurs ne savent pas trop comment prendre l'animal, si je peux me permettre cette expression. Mais je crois que plus profondément, ce qu'on a appris de cette séquence-là, c'est que l'Amérique est affaiblie. Et que l'Amérique n'a plus la puissance qu'elle pensait avoir, y compris avec Donald Trump, Make America Great Again. Vous allez voir ce que vous allez voir. L'Amérique est beaucoup plus faible que ce qu'on peut en croire. Et Trump a révélé des fragilités. Et Trump a révélé clairement les fragilités, puisqu'il a clairement tout mis en disant, écoutez, que ce soit la guerre en Ukraine, le déficit commercial, les tarifs, vous allez voir ce que vous allez voir. Le monde, forcément, je suis l'Empire, le monde va me dire oui. Et le monde n'a pas dit oui. Non. N'a pas dit oui sur la géopolitique, n'a pas dit oui. Une des autres limites qui me semble qu'il faut mentionner sur l'accord de rappel qu'il y a eu à Trump, c'est l'effet sur la dette. On a vu que les créanciers, d'abord la Chine n'a pas dit oui, des tarifs à 125, vite, négocions. Ils ont dit chiche, moi aussi je monte et puis on verra bien. Donc il y a eu une résistance. Et puis la dette américaine est extrêmement élevée, dont environ 20-25% détenue par l'extérieur. Et donc, quand vous voulez taper sur vos créanciers, c'est pas si facile. Ouais. Moi, je vous conseille pas, dans la vie de tous les jours, boomerang, quoi. Voilà, de taper trop fort quand même sur les créanciers. Donc, on a des tendances qui se révèlent et que l'affaiblissement actuel, avec une société clivée, inégalitaire, une classe qui ne se retrouve pas dans la mondialisation, mais avec un déficit commercial extrêmement élevé, un déficit budgétaire extrêmement élevé, une dette publique extrêmement élevée, ça se résout pas avec 3 annonces sur les tarifs, la fin de la guerre. Et donc, on a une Amérique affaiblie, ce qui n'est pas un bon signe sur les marchés à long terme. Enfin, il faut clairement prendre conscience que cet affaiblissement-là, il ne fait pas plaisir aux Américains et ça va être... je ne sais pas comment ils vont traiter dans les mois qui viennent, mais on a une situation qui n'est pas très satisfaisante pour Trump, parce qu'il se retrouve, il a quand même beaucoup annoncé, il a des sondages en berne, donc tout indique à calmer, mais il a quand même un électorat des mid-terms bientôt, donc qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de cette situation? Est-ce qu'il capitule en disant, j'avais annoncé plein de choses, en fait, je me calme parce qu'on va essayer... Pas le genre de la maison. On va essayer de poursuivre le système tel qu'il est le plus longtemps possible sans faire de vagues, ou est-ce qu'il va repartir sur d'autres types d'annonces à d'autres endroits, etc. Donc voilà, probablement une accalmie de court terme, parce que Donald Trump a l'air de dire qu'il va falloir prendre le temps, les 90 jours, on va négocier aussi avec l'Asie, etc. Mais pour autant, qu'est-ce qui va sortir de cette période d'accalmie? Ça me paraît pas... je ne suis pas très serein. Voilà. Est-ce qu'il a déjà abîmé durablement le statut des actifs américains? On peut évoquer le dollar, on peut évoquer les obligations souveraines américaines. Est-ce qu'il y a déjà un mal durable qui a été fait? Alors, les marchés, le capitalisme est très plastique, alors les marchés financiers sont aussi très plastiques, donc ils peuvent bouger vite, mais oui, je pense que ça, c'est côté investisseur, c'est une vraie réflexion qui ne se met pas en place immédiatement. Non, mais sur du long terme. L'allocation sur les actifs américains est en train d'être revisitée globalement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous êtes sur les marchés actions, un fonds global, c'est 75% de la market capitalisation, c'est les actifs américains. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'on reviendra dans ce schéma de marché qu'on a connu pendant une paire d'années, de concentration, d'ultra-domination, d'exceptionnalisme américain, du point de vue des marchés, en tout cas. Dans la période qu'on aurait dû vivre, l'actif, le flight to quality, ça aurait dû être la dette américaine. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ces fragilités-là crée, je pense, effectivement, une réflexion assez saine, qui est de dire, en tout cas sur les marchés actions, quand on a une économie qui pèse 25% du PIB, même si elle reste dynamique avec la démographie, etc., mais est-ce qu'il faut allouer 75% de son argent à une économie qui pèse 25% vu les fragilités qu'elle a? Voilà. Donc je pense qu'il y a un mouvement de bascule clairement qui remet quelque part, c'est l'effet pas attendu de Trump, à mon avis, il remet l'Asie en exergue, en se disant finalement, est-ce qu'on a beau dire, est-ce que c'est pas une zone
de stabilité relative, Oui. finalement, par rapport à ce qui se passe dans nos démocraties libérales? Est-ce que c'est pas une zone avec un dynamisme de consommation qui reste élevé, un taux de croissance Démographique, élevé, etc. Voilà, donc oui, une bascule, probablement une recherche d'opportunités vers l'Asie plutôt que vers les États-Unis. Je pense que c'est un des effets non voulus des annonces de Trump. Ouais. Que donnent les ratings d'Equity GPS justement à ce stade là quand on regarde les actifs américains et en l'occurrence les actions Alors, nos ratings sont améliorés Ouais. fortement, Ouais. parce que les cours des actions Ont baissé. Les prévisions de résultats ont commencé à baisser, mais restent quand même. Enfin, c'est pas un effondrement en général. Il y a des sous-secteurs où ça s'effondre, bien sûr, mais il ne faut pas oublier quand même que 80% de l'économie américaine sont des services, alors que là. Trump, l'omniprésent, focalise l'attention de tout le monde sur les marchandises, les soldes commerciaux, pas sur les services, pas sur les invisibles, etc. etc. Donc, et il y arrive, il est très efficace pour ça, mais il faut savoir également regarder l'entièreté de la situation. Et donc, nos ratings sur le monde sont passés de 2 ou 3 sur 10, où il plafonnait régulièrement depuis 3 à 6 mois. Donc ça c'était la vision des marchés au plus haut finalement et chèrement valorisés. Oui. Et à maintenant 6 sur 10. Donc 6 sur Pour 10 les actions mondiales. sur les actions mondiales. Donc ça c'est constructif. Ah oui. C'est constructif. Ouais. Historiquement, ça correspond à des performances ultérieures à 3 mois en rythme annualisé et en moyenne à 2 chiffres. D'accord. Alors, il y a toujours Comment ça se décompose alors? Il y a un distinguo très fort et géographique et sectoriel. Les pays développés ont vu leur rating s'améliorer. Les US sont passés de 0,5 au plus bas. On a même tapé 0, je crois, il y a quelques trimestres, à maintenant 3,5. Donc c'est une espérance de gain faible quand même, mais c'est pas très négatif, c'est autour de 0. Au global, là encore, il y a des dispersions selon les secteurs et les valeurs encore plus, bien sûr. L'Europe est un tout petit peu plus constructive. Et là où il y a les gros... ce qui balance, c'est la Chine. Pour moi, il y a plusieurs Asies. Il y a le monde chinois, les mondes chinois, où on a des ratings très constructifs. Et l'Inde, pas encore. On est passé de 0 à 4, donc ça s'est amélioré, mais ça reste quand même encore problématique. Et puis le Brésil également, qui est très bien et qui fonctionne bien boursièrement depuis le début de l'année. Le jeu dans le concours de beauté des marchés, effectivement, gros retour des émergents. Oui, gros retour des émergents. Et puis alors sectoriellement parlant, on a des ratings très favorables sur les secteurs défensifs. Ouais. Conso de base, avec là des espérances de gains très élevées pour un secteur qui normalement est plan-plan. Et puis pour la santé aussi, au sens large, même si c'est moins homogène valeur par valeur, la santé. Et puis on a quand même aussi une amélioration du rating de la tech qui est passé de quasi 0 à 3,5. Et quand on regarde à l'intérieur de tout ça, il y a des valeurs quand même qui sont importantes, qui sont absolument pas concernées par les barrières tarifaires. Comme les biens de consommation de base, Oui. la plupart des entreprises sont installées là où elles produisent, par définition. Et donc la tech, les services, voilà. Et puis il y a le secteur financier européen et euro qui reste également dans la volatilité, a beaucoup baissé, qui paye des dividendes, qui a de belles perspectives en termes de rentabilité, et en plus, on a une vraie consolidation. Oui, en Italie. Italie aussi, avec Unicredito et Commerzo. Oui. On a vraiment là à la fois les autorités et les entreprises. Donc c'est déjà un marché, on a retrouvé des opportunités là. Complètement. L'avènement de l'Asie boursière, de la Chine, des émergents dans le monde de Trump 2.0, oui, ça fait partie du nouveau régime de marché qu'on peut imaginer, Julien ? On oublie, encore une fois, l'idée d'un exceptionnalisme américain débridé, démesuré, boursier, qu'on a vu au cours des 18-24 derniers mois. Donc le nouveau régime sera différent. Les gens qui travaillaient dans l'analyse technique, qui travaillent toujours, mais qui ont fait de la recherche dans l'analyse technique, considéraient que les sommets de marché
se faisait avec ce qu'il qualifie, je crois, de manque d'oxygène, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un petit groupe de valeurs qui emmène l'ensemble de la cote. De manière générale, je pense que ça caractérise une exubérance. Et on a passé quelques trimestres avec une poignée de valeurs aux États-Unis. En pensant que c'était le normal. Hein. On pensait que c'était la nouvelle norme. Oui, et alors en fait, c'est le propre des bulles de prendre une situation exceptionnelle et de la qualifier de normale. Ça, c'est le propre d'une bulle. Nouveau paradigme. Voilà, l'apparition du nouveau paradigme. Donc ça, c'est Galbraith. Donc, si on prend ces réflexes de gens qui ont observé des structures de marché, les analystes techniques, et qu'on l'applique de manière générale à la compréhension qu'on a du marché américain des actions, on vient de sortir d'une phase d'exubérance. Donc, l'argent ne disparaissant pas, il va aller sur d'autres marchés. Ouais. Mais c'est à peu près la seule conclusion que je vois. C'est-à-dire que je ne peux pas considérer, tant du point de vue des comportements que même du point de vue de l'évolution des prix eux-mêmes, je ne peux pas considérer que des tendances sont naissantes ailleurs. Vous ne pouvez pas dire sur moyen long terme, la Chine va surperformer les États-Unis, l'Europe va surperformer. C'est pas encore clair aujourd'hui pour vous dans dans la dimension d'analyse que vous utilisez. Alors déjà dans une logique globalement haussière, non, parce que je ne pense pas que ça puisse se produire pendant 2 ans. Je pense que pendant 2 ans, les marchés actions vont baisser globalement. D'accord. Surtout les marchés américains. Oui. Donc aller trouver là-dedans des choses qui respirent mieux. J'ai très peu d'arguments, j'ai très peu d'éléments, donc je ne peux pas répondre grand-chose. Il va de soi qu'il y a des choses en Europe qui vont forcément procurer une défense en termes de performance, ça c'est sûr. Le secteur bancaire, effectivement, me paraît, et encore aujourd'hui, vraiment très intéressant. L'unification du marché de capitaux, enfin, les besoins qu'a l'Europe, ça va aussi se traduire dans le secteur financier. Enfin, l'accélération de la construction européenne va aussi se traduire là, c'est-à-dire qu'on va vraiment y aller. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Mais dégager des tendances, non. Pour moi, c'est encore... D'abord, c'est une tendance baissière sur les actions américaines. Ça va peser sur l'ensemble des actions mondiales. Quand je dis ça, ça n'empêche pas, par exemple, le marché des actions européens de revenir sur son sommet quelque part cette année. Je ne fais pas du tout de timing. J'entends. Je dis juste que la tendance profonde est là et qu'on va aller vers un épisode de panique ou je ne sais pas si ce sera la forme d'une panique, mais vous évoquez la capitulation. Je pense qu'elle est devant nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où on va s'inquiéter de la totalité du système. Voilà. Je pense qu'on va dans cette direction. Et donc tout ce qui peut se passer sur ce chemin, que le Japon fasse mieux, que la Chine fasse mieux, que ceci, que cela... C'est en attendant la capitulation qui est devant nous. Voilà, je pense que c'est beaucoup de gesticulation pour pas grand-chose. Bon, sur le plan des marchés, vous évoquiez l'Asie tout à l'heure, gagnante potentielle effectivement dans ce bras de fer tarifaire ou ce bras de fer, cette recomposition géopolitique avec les États-Unis. Il y a une traduction boursière, il y a une traduction pour l'investisseur effectivement de cette analyse, de ce constat, Hervé ? Aujourd'hui, en termes de réallocation. Est-ce que oui ? Est-ce que c'est là où on a envie d'être Alors, c'est là où on a envie. C'est là où on a envie aujourd'hui d'explorer. C'est-à-dire, clairement, l'Europe est une zone qui peut paraître défensive, notamment sur le secteur financier. Ouais. Mais l'Europe souffre toujours quand même de gros handicaps. C'est une croissance sous-jacente qui est quand même pas folichonne, donc ça limitera quand même le potentiel à moyen terme. La réponse géopolitique de l'Europe à ce qu'a fait Trump, il y a la vision optimiste de dire c'est une accélération de la construction européenne, souveraineté européenne à tous les étages. Ça peut être aussi... Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. C'est plus ou moins d'union. L'Europe face à Trump. Voilà, ça peut être aussi un accélérateur de désunion. Donc, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal là-dessus, mais donc il y a une incertitude quand même. Il y a une fragilité en tout cas sur la construction européenne qui n'est pas qui est latente avec tous les partis qui sont en gain d'électeurs, la tentation du chacun pour soi commercial, etc. Donc la réponse de l'Europe dans son ensemble à ce qui se passe me paraît pas garantie non plus. Donc aujourd'hui, si on cherche une alternative où il y a une zone de dynamisme, de consommation, d'émergence d'une classe moyenne, etc., elle est plutôt vers l'Asie, oui. Ouais. Donc voilà, je ne vais pas vous donner là des sous-secteurs ou des pays. Non. Mais c'est vrai que c'est ça qui une réflexion. C'est ça qui va être compliqué, c'est-à-dire que l'Asie en tant que continent, l'Europe c'est compliqué, mais alors l'Asie c'est encore plus compliqué. Effectivement, investir en Chine, c'est des problématiques particulières.
quand même se souvenir de ce qui s'est passé plusieurs fois sur les actions chinoises, quand le gouvernement décide de se dire que finalement, trop de riches, c'est quand même pas bien. Donc c'est quand même un système capitaliste pas si favorable que ça aux actions. Voilà, par contre, l'Inde a pas mal corrigé. Donc il me semble qu'il y a des zones sur lesquelles il faut clairement aujourd'hui regarder les opportunités dans le monde asiatique. Ouais. Bon, vous parliez des défensifs tout à l'heure, consommation de base. Et en même temps, il y a des bons ratings sur des secteurs aussi cycliques aujourd'hui, c'est ça Voilà, alors Gilles plus valeur par valeur ou des sous-secteurs. Alors, il y a le sous-secteur des softwares qui recèle beaucoup de valeurs très intéressantes selon nous, qui ont beaucoup baissé dans l'épisode de déprime généralisée et qui a un comportement très intéressant, boursièrement parlant, et des dynamiques de perspective qui sont inchangées par rapport à il y a 6 mois, sachant qu'on vient de sauter un obstacle assez important, des perspectives de croissance. Donc on a la même croissance qu'avant, sur beaucoup de valeurs du software, notamment liées à l'automatisation, notamment liées à l'information artificielle, à la robotisation, à la mécanisation des process. Et là, les États-Unis sont mondiaux. Alors, il y a le monde chinois étroit qui leur est interdit, bien évidemment, par les champions locaux. Alors, j'enlève Nvidia et les valeurs liées à Nvidia, parce que là, il nous semble que cette valeur est toujours surévaluée et qu'elle risque de souffrir d'une dynamique de perspective plus négative que prévue à moyen terme. Il y a des déceptions à venir sur les perspectives d'un groupe comme Nvidia. Entre des développements d'information artificielle beaucoup plus frugaux en Asie, à la DeepSeek et autres, et qui conviennent très bien à 90% des usages rentabilisables de ces outils-là. Voilà. Et même si l'Asie et DeepSeek, même si peu d'entreprises européennes ou américaines utilisent DeepSeek, ça met quand même une pression au global à la baisse. L'autre élément, c'est que ça émule des réponses également low cost par rapport à un Nvidia c'est une véritable armada avec des puces qui donc vous dites la grande course aux capacités, elle va à un moment quand même délivrer une certaine déception par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui. C'est normalement l'histoire de la technologie. Oui. D'accord. Voilà. Et on commence à en voir des effets pratiques en termes de concurrence attirée par l'immense gâteau de profit de Nvidia et consorts. Voilà, mais moi je m'intéresse aux utilisateurs, au software qui n'investissent pas des milliards et des milliards dans des dizaines de milliards et globalement des centaines de milliards dans des data centers, mais qui pratiquement, de façon tangible, amènent à leurs clients des solutions dont le retour sur investissement est très élevé. Dans les circonstances actuelles de ralentissement pour certains sous-secteurs, peut-être de courte durée, il faudra voir, ou de poursuite de la croissance, mais de bataille à la part de marché. Voilà, dans une logique où on est quand même pas loin du plein emploi aussi aux États-Unis, où il y a des vraies pressions inflationnistes un peu partout, la substitution du travail par le capital va continuer. SAP, qui a publié des chiffres la semaine dernière, je crois, qui étaient des chiffres stratosphériques, explique effectivement, dans un monde potentiellement moins optimal demain, la recherche d'efficience, d'efficacité, elle sera doublement appréciée par les investisseurs et par les entreprises. Sont très très riches dans ces valeurs-là. On peut citer ServiceNow, par exemple. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, qui ouvre des comptes de façon de plus en plus rapide. Et pour vous, Nvidia n'a pas fini de souffrir ?
D'accord. Les semi-conducteurs en plus, donc on a une espérance de gain négative sur Nvidia et en plus dans un secteur qui est connu pour sa volatilité. Donc espérance de gain négative et volatilité, il y a beaucoup mieux ailleurs. C'est des valeurs qui peuvent encore souffrir, Julien. C'est cette magnifique, là, on va avoir une poignée d'entre elles qui publient cette semaine. Nvidia, ce sera un peu plus tard, à la fin du mois de mai. Mais ces valeurs qui ont porté l'édifisme de l'exceptionnalisme américain, elles n'ont pas fini encore de souffrir aujourd'hui. Beaucoup de retail qui a racheté aussi. Alors j'essaye de suivre ça, c'est compliqué parce que d'agglomérer des flux du retail, c'est pas évident. Mais je comprends quand même qu'ils rachètent à peu près tous les creux de marché et que quand ils rachètent des single stocks, c'est souvent les darlings du marché américain. Donc ça va de Amazon à Nvidia en passant par Google ou d'autres, quoi. Oui, quand il y a eu pour le retail, on a eu le Covid, la fermeture des économies, les marchés actions qui ne savaient pas ce que valait l'économie, donc qui sont descendus de 30%, et qui est arrivé l'investisseur particulier, qui était sous-sol chez lui et qui était ravi de mettre son salaire qu'il touchait finalement, sans travailler, sur les marchés d'actions. Alors, ils l'ont fait une fois. Pour ceux qui ont suivi un peu la politique monétaire, parce qu'ils se sont intéressés à ça, ils ont vu que les taux montaient, qu'à un moment ils montraient peut-être plus, ils ont acheté à nouveau, ça a encore marché. Donc, voilà. Et puis alors là, il y a cette espèce de trou d'air que personne ne comprend, mais qui est quand même significatif. C'est du 25, 30, 40%, donc ça y va. Donc c'est encore mieux. Donc je suis moi-même entouré de gens qui m'expliquent qu'il faut absolument profiter de cette opportunité donc d'abord, il y a une bulle à l'intérieur du marché intelligence artificielle. Donc ça, je l'avais décrite parce qu'elle était quand même très visible. Mais la partie, la poignée de valeur, donc la partie GAFAM au sens large, la poignée de valeur qui tire l'ensemble de la cote, c'est pas que c'est une bulle, c'est la remontation de la fin d'un marché haussier un peu séculaire, c'est-à-dire, enfin pas séculaire, décennal. Long terme. Décennal, plus long terme. Voilà. Donc ça, c'est passé à nous. Donc la capacité pour que ces titres reviennent avec le soutien des particuliers qui, pour la troisième fois, refont la même chose, pour moi, elle est quasiment nulle. J'y crois absolument pas. Donc je pense que ça ne sert à rien. Alors, c'est volatile, c'est intéressant pour ceux qui aiment bien acheter en bourse, revendre 3 semaines plus tard, se sentir brillant d'avoir fait ça, et ils peuvent l'être, tant mieux. Mais sur un plan à 5-10 ans, vous dites c'est pas les meilleurs. Le cycle économique sur lequel je me fonde toujours pour l'allocation, là maintenant me demande de réduire la part action cette année et significativement, pas un peu, franchement. Début 2019, point bas. Fin 2022, point bas. Bon, si je reviens en arrière, c'est le cycle de 3 ans et demi, 4 ans de Kitchen. Marche parfaitement depuis 25 ans. Ça nous emmène en fin 2026. Mais pour avoir un creux fin 2026, il faut quand même avoir fait un sommet avant. Et comme on est début 2025, je le dis, le sommet, soit il est fait, soit il est juste devant nous, en termes de mois. Mais c'est vraiment derrière, pour dégager les marchés. C'est ça. Totalement. Vous dites là, chaque hausse supplémentaire ou chaque rebond du marché, c'est plutôt des zones pour s'alléger pour ceux qui ont encore beaucoup d'actions aujourd'hui en portefeuille. Systématiquement. C'est le raisonnement opposé de fin 2022. Où le cycle était avec nous, malgré la hausse de taux, malgré l'Ukraine, le cycle était avec nous. Voilà. Maintenant, si on fait la séquence Covid, qui n'a pas été très claire pour tout le monde, et moi le premier, c'est compliqué, mais vous prenez toute la politique monétaire américaine suite à la hausse au premier grand pic d'inflation, toutes les hausses de taux, ça devait créer une récession, ça n'en a pas créé. Il devait baisser les taux de 6 fois 25 ou 50 points de base, ça n'a jamais été fait de ça. Comme tout le monde a raconté n'importe quoi pendant 2 ans. Faut être rationnel, faut être réaliste, faut voir tout ça. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, faire des hypothèses dans lesquelles on peut revenir à la situation d'avant, sur les technos, etc., ça n'a... Le fait put, donc j'achète, ça n'a aucun sens. D'accord. Ça c'est cassé, ça. On a raconté n'importe quoi pendant 2 ans. Donc la seule chose sur laquelle il faille se fonder en ce moment, c'est, je pense, c'est les tendances fortes de l'économie, les tendances profondes, intimes de l'économie. Les cycles sont là pour le dire. D'une certaine manière, appuyons-nous là-dessus, parce que ça, c'est une réalité. On ne peut pas faire pousser du blé en décembre. Donc on ne peut pas, quand tout va bien, on sait que nécessairement ça ira beaucoup plus mal dans un certain temps. On a des cycles qui sont identifiés. Voilà, il faut en profiter. Et je le dis, ça me semble, il y a peu de choses. Donc vous êtes tout sûr ? n'est pas clair. D'accord. Mais ça, c'est clair, ça pour vous, réduire l'exposition aux actions, ça me semble assez évident. Vous êtes dans quel état 2 ans, 2-3 ans. Vous êtes dans quel état d'esprit là quand vous gérez, pilotez des investissements, des allocations chez Mirova ? L'idée quand même de continuer de réduire du risque aujourd'hui, c'est... Nous, on est
beaucoup plus serein parce qu'on a des mandats d'investissement. Donc, on investit sur les classes d'actifs. Donc, si nos clients veulent être investis en actions, Ils seront investis en actions. S'ils veulent être investis en obligataires, ils sont investis en obligataires. Donc, du coup, je ne me pose pas effectivement la question de quand va être la prochaine crise. Et je me hasarderais, alors, pas à la prévoir, puisque tous les points de crise sont quand même liés soit à des chocs exogènes où il se passe des choses. Donc, est-ce que ça se passera en 2026, comme vous le dites, ou en 2027, ou en 2028 ? Mais ça commence à faire long, 4 ans, et qu'est-ce qui se passera d'ici là ? Je ne sais pas. Par contre, moi, je ne serais pas aussi... alors, pour le coup, aussi négatif que ce qui a été dit sur deux choses. Premièrement, sur la partie IA, il va y avoir évidemment je serais beaucoup plus inquiet des modèles OpenAI, les applications, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va commercialiser ça. Par contre, l'investissement en infrastructure, les équipements, l'infrastructure IA, c'est une tendance qui est partie, qui va générer des gros processeurs, des plus petits, de l'efficacité, etc. Donc, mais c'est un rythme soutenable. Il peut y avoir le une rythme récession sur lequel on a valorisé des entreprises de ce secteur-là, c'est un rythme qui peut être encore soutenable. On était à quoi ? On était à 24, 25 fois le résultat sur du Nvidia. La question de Nvidia, c'est pas le multiple de valorisation, c'est le niveau de marge. Mais là c'est pareil de ces entreprises. Les marges, elles commencent à baisser un peu peut-être chez Nvidia aussi. Mais partant de niveau. Pas encore. Et probablement le prochain trimestre montrera qu'il n'y a pas encore de niveau de baisse. Donc je suis d'accord avec. Je viens assez régulièrement, je ne me sens pas complètement serein dans l'écosystème dans lequel on est entouré, vu la géopolitique, etc. Donc il y a un fond de quelque chose de majeur pourrait survenir. Par contre, est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ? Je ne sais pas vous dire. Et la micro tient. Enfin, est-ce que les résultats des entreprises ? Premier trimestre, probablement second en partie, puisque on va avoir un effet retard qui est restockage, etc. Donc je ne suis pas non plus très à crainte sur les résultats du deuxième trimestre. Voilà, donc je ne suis pas si négatif sur le court terme. J'entends, mais c'est vrai qu'encore, je reviens à ma séquence Liberation Day, pour avoir discuté avec pas mal d'investisseurs vétérans aussi. Le 8-9, il y en a quand même qui m'ont raconté que, franchement, il n'y avait plus de repères, quoi. Avant qu'il annonce la suspension des tarifs réciproques, pas de refuge, tout qui baisse, pas de put, pas de floor, rien. Alors pour le coup, on voit pas ça. Qui aime beaucoup le nouveau paradigme, les annonces tarifaires. C'était un nouveau paradigme. Ça a été vécu comme ça. Ah non, mais c'est pas vécu comme ça. Factuellement, en pourcentage de barrières douanières, il nous faisait rentrer l'économie dans un nouveau monde. Dans un monde qu'on n'avait, moi, jamais connu. Pas appris. On n'avait pas connu, on n'avait pas appris. Donc, les Nixon, les 10% de Nixon pour les ça paraît, mais c'était que 10%. Donc, on rentrait effectivement dans quelque chose. Voilà. Donc, mais ce qu'on a appris de Trump, c'est que un jour, il nous fait exploser l'économie mondiale en disant avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, la mondialisation, c'est fini. Je vous mets des barrières douanières à 30%, 100%. Puis le lendemain, il vous dit bon, finalement, il faut qu'on y réfléchisse et peut-être que. Donc, on n'a pas parlé, mais l'épisode Powell aussi. Non, mais voilà. Powell, je vais le terminer le plus vite possible pour en venir à non, mais je n'ai aucune intention de le limoger avant la fin de son mandat. Le 2 avril, je pense que ça a beaucoup joué aussi, quand même. Tout à fait, mais le 2 avril, c'est les annonces. Elles sont à un niveau qui était le maximum que vous pouvez penser, avec un niveau de rapidité le plus élevé possible, ce qui fermait la porte à la mentalité qui s'était installée. Oui, mais c'est des annonces pour négocier. Donc, partant de ça, l'annonce ce jour-là, elle est tout à fait rationnelle. C'est-à-dire une vente massive marché-action. Quand on vous dit on a des barrières douanières, la réponse de marché est logique. Maintenant, on dit bon, en fait, non, encore un peu de temps, monsieur le bourreau. Finalement, le système dans lequel on vit, est-ce qu'il ne faut pas le faire durer un petit peu, et puis, etc.
Donc voilà, moi je ne sais pas combien de temps le système dans lequel on vit peut durer encore. Voilà. Bon, en tout cas, il reste 1360. Et quelque part, j'espère assez égoïstement qu'il puisse durer encore un petit peu, parce que je ne sais pas ce qui se passera. Ouais, c'est la question. Hein. Quel sera le choc le grand reset, oui, c'est la question. Qui provoquera c'est la question. Il reste 1360 jours de mandature à Donald Trump pour nous éclairer peut-être un peu plus encore sur le prochain système ou la préservation de celui-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Guez, directeur de gestion de Mirova, était avec nous. Julien Nebenzal, responsable des solutions d'épargne de eToro, et Gilles Bazichir, le président d'Equity GPS.